Je posais une question au professeur Régnier pour faire la suite de l'intervention d'hier. Je me suis permis de la poser juste avant. Il y a eu pas mal d'interrogations dans le cadre des régimes mère-filiale. Trouver des argumentations et des raisons objectives pour pouvoir faire remonter de la trésorerie des CEL dans les sociétés holding. J'ai soumis à l'instant l'idée de la question de la prévoyance personnelle. Vous savez qu'en tant que professionnel de santé, vous êtes assuré par des contrats individuels. Ces contrats coûtent de plus en plus cher avec l'âge et comportent même des exclusions. Plus vous avancez dans l'âge, moins vous êtes couvert. Et il me semble qu'on a là une raison objective que de vouloir capitaliser de l'argent dans une structure pour permettre de faire face à un arrêt de travail et permettre du coup de sauvegarder vos intérêts financiers si vous n'êtes plus en mesure de travailler. Donc je voulais laisser du coup le professeur Régnier nous donner sa réponse à cette idée. Oui. Ah ben moi je pense que c'est un excellent argument parce que là l'argent qui va se retrouver dans la cashbox en fait sert en réalité à la continuation de l'activité de la CEL. Donc là on est dans une situation qui est favorable. Il faut évidemment le documenter, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que il faut montrer l'évolution du contrat qu'on avait souscrit. En général, il y a quand même un contrat qui a déjà été souscrit. Le fait qu'il ne couvre plus tel ou tel risque, que ces risques sont quand même des risques majeurs, qui vont avoir évidemment un impact sur l'exercice dans la CEL, et par conséquent qu'il est nécessaire de constituer une cagnotte, si on peut dire, ou un fonds de réserve, appelons ça plutôt comme ça, un fonds de réserve qui permettra justement, dans l'hypothèse où l'associé ne pourrait plus travailler, par exemple de le faire remplacer, hein, d'assurer en fait la continuité du service. Donc ça me paraît très très important. Ou alors une porte de sortie pour les autres associés, par rachat de leur part. Enfin, voilà, c'est vraiment l'esprit dans lequel il faut se situer. L'argent qui est là-haut doit pouvoir être mis à disposition de la société qui est en part. Mais comment elle va là-haut? Ça vous fait remonter par une distribution de dividendes. Sous régime mère-fille, précisément. Faut-il le tracer dans un procès verbal? Oui. Ah oui. Oui. L'administration a un avantage, et vous avez un avantage. L'avantage de l'administration, c'est qu'elle peut intervenir 3 ans, grosso modo, après les faits. Hein, elle a le temps pour elle. Mais vous avez l'avantage de l'anticipation. C'est-à-dire que vous pouvez, au moment où vous faites telle ou telle opération, expliquer pourquoi vous la faites. Pourquoi vous mettez en réserve, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça, etc. Et donc, vous voyez, ces avantages s'équilibrent en réalité. Hein, et ça rend le travail extrêmement difficile pour l'administration, après de venir dire, mais en fait, tout ce que vous vouliez, c'était contrairement à l'objet ou à la finalité du régime mère-fille, poursuivre un objectif principalement fiscal, etc., etc. Ah oui, là, vous allez dire, non, oui, c'est vrai que je me suis servi du régime mère-fille, très bien, mais j'ai fait ça parce que je dois assurer la pérennité de la CEL, d'une manière ou d'une autre. Et quelles sont les modalités pratiques de traçabilité? Ça peut être des courriers, procès verbal, d'assemblée, tout. Les PV, c'est mieux, évidemment. Donc parce qu'ils sont sur le gros avantage. Matériellement constitué. Voilà, ils sont sur une. Oui, mais ils ça sont peut sur pas un être registre. dans l'objet d'une société. Ça peut être dans un exposé préalable au statut. Ça ne soulève absolument aucune difficulté, qui fait d'ailleurs partie des statuts, en tant que tel, hein, qui a autant de force que le reste des statuts. C'est souvent là qu'on va le mettre. Effectivement, vous n'allez pas le mettre dans vous pourriez le mettre dans l'objet, mais vous allez avoir un objet très étroit, c'est pas forcément une très très bonne idée. On a déjà des sociétés constituées avec des statuts, mais rien avec le temps, on doit s'adapter à une nouvelle situation. Rien n'interdit de modifier les statuts à une occasion, d'insérer à ce moment-là un exposé, pourquoi vous avez fait ça, ou simplement, puisque vous modifiez les statuts, vous faites donc une assemblée modificative, c'est là qu'on va trouver, c'est dans le PV qu'on va trouver. Vous allez en fait développer la partie qu'on appelle débat.
Il y a toujours une partie débat. En général, il n'y a rien dedans. On met et personne ne demandant plus la parole, nous passons au vote. Si c'est une société unipersonnelle, vous pouvez créer le débat. Oui, on crée le débat, mais c'est pas. En soi, ça me choque pas. Car l'idée, c'est quand même de dire ce que l'on fait au moment où on le fait. Oui, voilà. C'est ça. De changer le statut pour autant ? Non, pas nécessairement, mais si vous êtes appelé, je ne sais pas, c'est l'hypothèse qu'évoquait notre sympathique animateur. La société existait déjà constituée. Mais vous pouvez aussi, je ne sais pas s'il y a lieu de modifier ou non les statuts, j'en sais rien, c'est pas évident. Simplement, à ce moment-là, c'est dans le PV de mise en réserve, de remontée plutôt, de distribution vers la holding, que vous allez insérer, pourquoi on met en réserve? Enfin, pourquoi on distribue, plutôt. Pourquoi on distribue? Alors, Monsieur Dumas, l'application pratique pour nous. L'application pratique, c'est que pour le moment, les sociétés d'exercice libéral que j'ai créées n'ont jamais été contrôlées. Ça, c'est normal. Et donc, ça, c'est normal. C'est très difficile d'anticiper des questions qu'on n'a jamais posées. Donc, je souscris bien sûr à ce qui vient d'être dit. Bon, on a toujours l'occasion de remanier un peu les statuts. Rien n'empêche de rajouter un préambule, etc., ou dans le contenu d'un PV d'assemblée, on peut développer un peu du blablabla. Donc, il y a beaucoup de souplesse. Donc, je n'ai pas vraiment d'inquiétude particulière à ce sujet-là. Voilà. Des questions sur ce point? Alors, moi je voudrais poser des questions à M. Leclerc, parce que M. Gard nous a fait une conférence magnifique et nous a fait assez peur. Et donc, bon, la majorité d'entre nous sûrement avons des contrats d'assurance vie dans lesquels il y a des unités de compte, d'autres des fonds en euros. En pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? Merci pour la question. J'ai envoyé, moi, la plupart de mes clients, il y a maintenant un mois et demi, lorsque le projet de la loi Sapin 2 était encore en cours de discussion, un courrier pour ceux qui étaient concernés, pour les avertir de ce qu'il était en train de se préparer et de les encourager à diversifier au sein des contrats d'assurance vie existants. À titre personnel, pour mes clients, il y a 50-60% minimum d'unités de compte au sein des contrats d'assurance vie. La partie fonds en euros est de plus en plus basse. Pour deux raisons principales, c'est que d'une part, le fonds en euros ne rapportera quasiment plus rien. Donc je ne vois pas pourquoi conserver un fonds qui ne rapportera rien. Et deuxième raison, parce que justement, s'il y a un problème financier, c'est en priorité sur ces fonds en euros que l'on risque de se retrouver coincé de par les dispositions qui sont prévues par la loi Sapin 2. La difficulté, c'est d'avoir la possibilité de faire ces modifications, puisque tous les contrats d'assurance vie, en fonction des compagnies auprès desquelles ils ont été souscrits, ne permettent pas de diversifier dans de bonnes conditions. Donc il faut regarder au cas par cas les contrats existants, ceux pour lesquels on peut faire des modifications, ceux pour lesquels on ne peut pas le faire, et dans ce cas-là, peut-être faut-il envisager de retirer une fraction des contrats d'assurance vie existants pour partir sur autre chose. Mais il me semble qu'il est important de prendre garde à ce qui se trame. Et c'est vrai que depuis, par exemple, l'élection de Donald Trump, les taux de la France sont passés de 0,3 à 0,9%. On voit qu'il y a une tension qui se fait sur les taux d'intérêt des différents États. L'Italie est encore pire. Et donc, c'est ça qui peut amener finalement à la crise financière qui occasionnerait le blocage des fonds en euros, puisque les compagnies d'assurance vie ont acheté depuis 2-3 ans des fonds, des obligations de l'État français principalement, qui ne rapportent pas grand-chose. Je vous rappelle que quand les taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations baisse, ce qui fait que les compagnies d'assurance vie vont se voir avec des portefeuilles investis en obligations qui vont perdre de la valeur. Et donc la seule possibilité pour elles de ne pas matérialiser cette perte, c'est d'empêcher les retraits sur les fonds en euros. Et donc c'est ce qui va se passer à un moment donné, s'il y a une tension sur les taux d'intérêt, si demain les investisseurs ne font plus confiance à la France, les taux d'intérêt de la France vont monter, et donc les compagnies d'assurance qui sont gavées en fonds en euros, en obligations de l'État français au sein des fonds en euros, seront obligées d'empêcher les retraits. Donc c'est vous qui allez finalement quelque part
dans la durée, supporter ce manque de liquidité, surtout ce manque de rémunération, parce que votre fonds en euros ne rapportera rien, 0,1%, et à côté de cela, vous aurez des placements qui, eux, vont reprendre de la rentabilité si le taux d'intérêt augmente. C'est de cette façon-là, finalement, qu'on va alléger le poids de la dette. Donc il faut regarder au cas par cas pour être plus explicite, comme je vous le disais, sortir des fonds en euros pour aller sur des unités de compte déjà au sein des contrats d'assurance vie. Il faut distinguer en fait la notion de volatilité de la notion de risque de perte en capital. C'est pas parce que votre fonds en euros n'est pas volatile, ça veut dire qu'il n'y a pas de hausse et de baisse possible sur un fonds en euros, ça ne fait que monter, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas volatile qu'il est totalement sécure. À l'inverse, des actions Air Liquide, Nestlé sont très volatiles, et je pense que dans le temps, elles sont beaucoup plus sécures qu'un fonds en euros. Il faut avoir cette notion en tête, il faut bouleverser un petit peu les habitudes, et oublier à court terme les variations qu'il peut avoir. Il faut se projeter à plus long terme et regarder quels sont les supports qui sont censés être les plus protecteurs dans le temps. Et qu'en est-il de la garantie contractuelle de cet effet cliquet, de cette valeur des fonds en euros? La garantie, elle n'engage que ceux qui y croient. En fait, la garantie, elle est d'être en théorie de 70 000 euros par contrat et par compagnie et par souscripteur. Sauf que le fonds de réserve, justement, de garantie ne représente à peine 1% des encours. Donc si un jour il y a une faillite d'une compagnie d'assurance vie, d'une part, elles vont toutes être enchaînées, entraînées dans cette faillite, et donc la garantie ne représente rien. La garantie, c'est l'État français qui vous la donne, sauf que si les compagnies font faillite, c'est parce que l'État français aura fait faillite. Donc je vois pas qui viendrait prendre la garantie. Voilà. Et donc, il n'y a pas de garantie. Pour être très clair, rien n'est garanti. On est dans un monde où tout est incertain et rien n'est garanti. Par contre, il faut regarder ce qui est peut-être le plus pérenne dans le temps. Un actif tangible immobilier aura toujours quelque chose. La crise des années 90, ceux qui n'ont pas vendu leur bien immobilier, aujourd'hui, ont repris 100% de la valeur. Donc il faut vraiment se poser des questions différentes et raisonner comme on n'a pas l'habitude de le faire. Donc on a bien compris qu'on a intérêt à transférer les fonds en euros vers les unités de compte, mais il y a les bonnes assurances vie proposent une diversification d'unités de compte, et donc il y a unité de compte et unité de compte. Alors, quels sont les critères en fait de meilleur choix et de sélection d'unités de compte? Alors, il faut aujourd'hui éviter les obligations, quelles qu'elles soient. Déjà, il vaut mieux être sur des actions que sur des obligations. Je préfère être actionnaire que créancier. C'était aussi l'objet de l'intervention de la société Salicron Capital hier qui nous a présenté la gestion alternative. C'est une solution justement alternative peut-être aux fonds en euros ou aux obligations pour aller chercher de la performance absolue qui n'est pas certes garantie mais qui dans le temps a fait la preuve de sa capacité à gérer des performances régulières. Dans le meilleur des cas, dans le moins bon des cas, ils ont fait 2%, dans le meilleur des cas, ils ont fait 6 ou 7%. Ils vont chercher des petits points de performance. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est une garantie à 100%, mais encore une fois, cette garantie ne représente rien en réalité. Et donc pour sélectionner les bons contrats et les bons supports, c'est un vaste débat. Il faut éviter peut-être les offres grand public des établissements bancaires traditionnels et aller chercher des fonds plus spécifiques qui sont moins connus, mais qui sont gérés par des gens dont c'est le métier, qui ne sont pas salariés, qui sont là et qui s'engagent eux-mêmes. Voilà. Oui. Oui. Tenez. Il ne faut pas oublier sur les actions le rendement. Parce qu'on parle toujours de la valeur de l'action. Mais le rendement, maintenant, vous avez des actions qui offrent des rendements de 3-5%. Style Vivendi, style Orange. Donc c'est plutôt ça qu'il faut voir. Ouais. C'est pas Orange. Oui, Orange, c'est 3%. Il faut recourir à des spécialistes, à des professionnels. Je ne suis pas sûr que vous soyez moins bon que des spécialistes. Imaginez ceux qui ont vendu votre portefeuille la semaine dernière en disant que Trump a été élu. C'est le chaos. Tous les analystes financiers le disaient. Vous vous rendez compte, vous avez vendu votre portefeuille le lendemain de l'élection, vous avez perdu 6% qui ont été regagnés dans la journée. Ce sont des erreurs de jugement dramatiques qui n'ont pas cessé de se reproduire. Vous avez eu le Brexit, où la bourse de Londres, depuis, n'a jamais cessé de monter. Vous aurez des événements de la même nature dans les temps à venir en Europe. Alors, si vous voulez, un professionnel
Et il faut qu'il fasse mieux que les autres. C'est à cette condition qu'on accepte de le payer. Or, je vois par exemple des investissements boursiers, si vous donnez un mandat de gestion, vous payez le professionnel, qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous fait le CAC 40. Ben, c'est pas la peine de payer quelqu'un pour faire le CAC 40. Vous achetez un tracker et ça marche aussi bien. Et il est à vous, hein, c'est vous qui le maîtrisez. Alors, parler d'un tracteur. Oui, certes, mais qu'est-ce que j'en fais après? Mais je voudrais revenir sur un propos qui a été tenu par notre économiste tout à l'heure, qui me paraît d'une très grande pertinence. Ce sont les investissements en monnaie. Et effectivement, il y a des potentiels importants de plus-value qui sont rarement exceptionnels, hein, n'est-ce pas? Encore que parfois ça se produit. Mais les investissements en monnaie peuvent être tout à fait pertinents. Et il a cité d'ailleurs d'excellentes monnaies. Je pense évidemment au franc suisse, qui est toujours un refuge. Encore que si vous investissez en franc suisse, vous payez un intérêt négatif à l'heure actuelle de 0,75 sur vos dépôts en franc suisse. Bon, mais comme le franc suisse gagne en ce moment un peu plus de 5% par an, 0,75, vous vous consolez facilement. Mais vous avez effectivement la monnaie anglaise, vous avez le dollar néo-zélandais, vous avez le dollar australien, tout ça, ce sont des monnaies excellentes, dans des pays très bien gérés. Et comme vous le disiez, on respecte les investisseurs dans ces pays-là. Et cela est tout à fait excellent. Alors, comment investir en monnaie? Ça, c'est une autre chose. Vous pouvez aller à votre banque et vous acheter de la monnaie étrangère. Ils savent faire et on va vous ouvrir un compte en monnaie étrangère, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes en sécurité? Je ne le suis pas sûr. Pour quelle raison? Et nous avons connu le contrôle d'échange. Et s'il y avait un clash financier, le contrôle d'échange pourrait être rétabli. C'est prévu par les textes. Le gouvernement peut, par décret, à tout instant, rétablir le contrôle d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le contrôle d'échange est rétabli, le gouvernement peut vous imposer à convertir tous vos avoirs libellés dans une devise étrangère dans la monnaie qui serait éventuellement ici le retour au franc. Bon, vous allez dire, quand on va reconvertir, vous allez faire une plus-value, mais ce sera la dernière. Hein. C'est pourquoi, si vous voulez investir dans des monnaies étrangères, il faut ouvrir un compte à l'étranger, dans une banque étrangère. Vous ouvrez un compte dans une banque néo-zélandaise, HSBC. Il faut qu'il soit déclaré. Oui, mais je n'entendais nullement vous comparer à d'autres personnes. Il faut qu'il soit déclaré, c'est extrêmement simple. Dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous dites « j'ai ouvert un compte en Angleterre, dans telle banque, voilà, il y a tant d'avoir sur ce... » Et là, il n'y a pas de difficulté. Hein. Mais je crois que pour se prémunir, si on envisage un scénario catastrophe, si vous voulez, pour se prémunir contre les conséquences d'un contrôle d'échange qui reviendrait quasi nécessairement, il faut que le compte soit à l'étranger. Voilà. Donc pas dans une filiale française d'une banque étrangère. Ah non, alors donc HSBC HSBC France, c'est une banque française. Sur le plan, je prends l'Eurostar et voilà. Les sommes ne sont pas limitées. Pardon. Il n'y a pas de limitation de. Non, à l'heure actuelle, le principe qui prévaut à l'heure actuelle, c'est la liberté des mouvements financiers avec l'étranger. C'est-à-dire, vous pouvez sans limite détenir des avoirs étrangers à l'étranger, ou des avoirs étrangers en France d'ailleurs, mais enfin, quitte à avoir des avoirs étrangers, il faut mieux qu'ils soient à l'étranger. Voilà, il n'y a pas de limite à l'heure actuelle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si on achète de la monnaie étrangère, oui, pourquoi la mettre dans une banque? On ne peut pas la garder chez soi? Mais oui, bon sang. Dans la lessiveuse. Oui, aussi. Alors, faut pas la faire fonctionner, hein, parce que ça a des effets tout à fait. Non, alors, non, mais madame, votre propos n'est pas dépourvu de pertinence. Je prends un cas.
Je prends un cas qui est le cas du franc suisse à l'heure actuelle, puisque bon, c'est une question que nous connaissons. Eh bien, vous payez un intérêt négatif, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle sur les détentions de francs suisses de 0,75. Bon, ça dépend de la somme que vous avez, mais vous avez intérêt à louer un coffre et vous mettez la monnaie en numéraire dans le coffre. Comme ça, vous ne payez pas les 0,75. Voilà. Mais vous pouvez avoir le coffre chez vous. Oui, mais enfin, bon, mais enfin, non, mais vous pouvez l'avoir dans votre banque suisse. Ce qui est différent d'avoir un compte en Suisse, en francs suisses, ou d'avoir un coffre dans une banque suisse avec des francs suisses dans le coffre. Ça revient à avoir de l'or finalement, puisque on achète quelque chose qui ne rapporte rien d'une manière constante, mais qui peut au final à la revente avoir pris de la valeur. De façon générale, vous avez raison, c'est la question des investissements en matière première, et l'or est une matière première. Qui est un peu particulière, si vous voulez, qui est un peu particulière. Mais c'est une matière première. Hein. Vous avez une offre, une demande. Alors, là aussi, si vous voulez, ce sont des analyses qu'il faut faire. Quel est l'avenir de la matière première or? Mais vous pouvez acheter une platine. Quel est l'avenir des métaux rares? Ou des métaux rares. Les nouveaux métaux rares. C'est une monnaie, l'or. Non, il y a eu un rôle monétaire. Ça pourrait bien redevenir une monnaie. Ça pourrait bien redevenir une monnaie. Si le dollar se casse les figures et qu'il ferme le dollar. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous avez. Mais si vous voulez, c'est un peu comme la monnaie étrangère. Il ne s'agit pas d'acheter de la monnaie étrangère pour acheter de la monnaie étrangère. Il faut porter un jugement. Et de la même manière, l'or peut être un excellent placement, mais il faut porter un jugement, si vous voulez. Quel est l'avenir, prévisible évidemment, d'un investissement en or? Bon, moi je ne suis pas en mesure de répondre, mais des spécialistes peuvent y répondre, mais. D'ailleurs, leur demander. C'est une solution. Une société holding peut avoir un compte dans un établissement étranger. Ah, aucun problème. Une société assujettie à l'IS peut détenir des comptes à l'étranger sans avoir à les déclarer, puisque le législateur n'impose la déclaration que pour les personnes physiques ou les associés de sociétés transparentes. C'est aberrant. Oui. Si, parce que les mouvements peuvent sont retracés dans la compta. Mais enfin, c'est beaucoup plus discret. Tenez. En cas de crise financière grave, est-ce que les banques peuvent spolier les contenus des coffres? Non, ça s'est jamais fait. Je puis vous le garantir. En 40, on n'a pas ouvert les coffres. Non. La réponse est oui. Non, mais c'est. Il faut faire très attention. C'est un problème beaucoup plus vaste. D'investir dans des pays qui ont un respect pour l'état de droit. Et comme nous le disait M. Garce, on peut hésiter. Mais par exemple, des pays où l'état de droit est très respecté, comme la Grande-Bretagne, ce qui fait la fortune de la Grande-Bretagne d'ailleurs, ce qui fait le succès de la City, c'est qu'en Grande-Bretagne, un contrat, c'est un contrat. En France, vous avez toujours un juge qui va vous expliquer que, on vous doit de l'argent, mais le pauvre débiteur, et ainsi de suite. En Grande-Bretagne, ça n'existe pas, ça. Hein. Un contrat, ça s'exécute, c'est tout. Ce sont des pays qui ont un respect profond pour l'état de droit, qui n'est pas égal partout. Je suis d'accord avec vous, jamais on ne forcera un coffre. Par contre, s'il y a un problème et que la banque est fermée, on ne pourra pas y accéder. Ah oui. Donc, si la banque accepte, on ne pourra pas accéder au coffre. Enfin, un coffre chez ça. Ce sont des scénarios catastrophes, mais je crois qu'il faut avoir quand même une fraction de ces avoirs placés, conçus dans l'hypothèse d'un scénario catastrophe. Bon, il ne s'agit pas de faire des cauchemars. Justement, Monsieur Leclerc, dans le souci d'une diversification de placements, quels sont les critères qui aident à pondérer vers tel placement ou tel autre? Bien sûr, ce sont que des cas particuliers, ça peut être que
individualisé, sur mesure, mais bon, y a-t-il quand même pour vous des grandes lignes en fait d'action? La question en fait est de savoir quelles sont les sommes dont on risque d'avoir besoin à court ou moyen terme ou non. La partie qui est à long terme, on peut se permettre de diversifier. Moi, à titre personnel, j'ai pris de l'or sur mon contrat d'assurance vie il y a quelques temps. Pour l'instant, je suis en perte, mais peu importe, je l'ai fait parce que je sais que si un jour il y a un problème, et notamment peut-être dans quelques jours avec le référendum en Italie, c'est la valeur refuge qui va reprendre de la valeur. Donc il faut se fixer des horizons de placement. La partie à court et moyen terme, on ne va pas prendre ce type de risque, on ne va pas investir sur des produits volatiles, mais par contre, sur la partie à long terme, on peut diversifier dans des proportions plus ou moins importantes. Le plus important étant qu'on soit conscient de ce que l'on fait et du coup d'être prêt à assumer les conséquences de cette volatilité, du blocage éventuel que l'on peut subir. Mais je pense que personne ne connaît la vérité, de toute façon. Aujourd'hui, on ne peut que raisonner sur des suppositions qui seront forcément fausses. Et le discours de Charles Gave, il n'est pas là pour faire peur, mais il est là pour justement prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit et des précautions qu'il faut tout simplement prendre. Mais personne ne détient la vérité et on aura tous tort. Le principe des conseils, c'est forcément d'avoir tort à un moment donné. Donc face à cela, il faut se prémunir, il faut diversifier. En diversifiant, il y aura forcément une partie de ces avoirs qui se comporteront bien. À l'inverse, il y aura forcément une partie qui se comportera mal. Mais si on a diversifié les risques, c'est la meilleure protection qu'on puisse prendre. Voilà. Qu'en est-il des PE Perco, là? C'est du support, hein? C'est une enveloppe PE Perco. Alors, ils sont détenus auprès d'un dépositaire. Le dépositaire, même si le dépositaire, lui, fait faillite, il n'y a pas de risque en tant que tel sur ses avoirs. Les PE Perco, par contre, vous avez à l'intérieur des supports qui peuvent être investis sur des obligations. Et là, c'est autre chose. Parce que ces supports investis en obligations, s'il y a une tension sur les taux d'intérêt, ces supports peuvent perdre de la valeur. Vous avez des supports qui sont investis aussi sur du monétaire. Aujourd'hui, le monétaire ne rapporte rien. Et s'il y a un problème monétaire au sein de l'Union européenne, l'Union monétaire, là aussi, vous risquez d'être bloqué sur ces supports. Donc, en fonction de votre horizon de placement, c'est toujours la même question. PE, vous avez des disponibilités qui reviennent tous les 5 ans. Donc, je vous encourage à sortir régulièrement ce que vous pouvez sortir. Et la partie Perco, la partie Perco, par rapport à votre espérance, par rapport à la date de départ en retraite, on va regarder quelle est la fraction qu'on peut mettre en action plutôt qu'en produit intégralement sécurisé. Mais c'est un portefeuille titre, un PE Perco, donc il faut le gérer aussi activement qu'un portefeuille PEA ou quantique que vous pourriez avoir. Il ne faut surtout pas rester sur les supports. Sauf que les supports sont pas si nombreux que ça et que donc le choix est... Alors il faut changer. Ça, c'est que vous n'avez pas le bon PE. Voilà, venez me voir et je vais vous ouvrir un PE sur lequel vous pourrez choisir des supports de qualité. Mais Perco c'est pareil, PE Perco, il ne faut pas l'avoir auprès de votre banque en fait, c'est simple. Hein. On l'a dit depuis ce matin, faites pas confiance à votre banque, allez chercher d'autres supports et vous aurez des bons rendements et surtout des possibilités de diversification qui seront bien meilleures. Parce que la banque en fait va vous vendre un PE ou un Perco dans lesquels elle va mettre ses propres supports, sur lesquels elle va gagner beaucoup d'argent et à la fin c'est vous qui allez perdre. Donc on peut changer, aller chercher des supports de bien meilleure qualité, et donc à travers des PE, des enveloppes, au sein desquelles on pourra prendre des gestionnaires qui ne seront pas ceux des banques. Mais j'ajoute à ce que dit Grégory qu'un PE et un Perco, contrairement à l'assurance vie, c'est transférable. Oui, voilà, ça se transfère. Donc votre transfert à la banque, vous pouvez le transférer. Ah oui, sur un géré par gestionnaire. Voilà. Avec frais. Non, les frais sont pris en charge. Il faut rémunérer la personne qui le fait. À propos de l'assurance vie, la loi 52 s'applique à tous les contrats d'assurance dans l'Europe. Oui. Non. Alors, il y a un débat par rapport aux contrats luxembourgeois. Les contrats français. Dans la première version, les contrats, parce que vous savez qu'on peut ouvrir des contrats au Luxembourg. On peut avoir des contrats de droit français, de droit luxembourgeois, pardon, qui soient sur la fiscalité française. Initialement, il était prévu que les contrats luxembourgeois ne soient pas impactés par cette loi Sapin 2. J'ai cru comprendre là dans la presse hier et avant-hier que il ferait peut-être partie du lot. En tout cas, si à l'intérieur de votre contrat luxembourgeois vous avez du fonds en euros, ce seraient les mêmes règles qui s'appliqueraient. Parce que vous avez des possibilités de fonds en euros au sein des contrats luxembourgeois. Sauf que les fonds en euros, ce sont les fonds en euros des compagnies françaises. Donc si les compagnies françaises sont obligées d'appliquer ces dispositions, les contrats luxembourgeois qui ont des fonds en euros à l'intérieur seront aussi impactés par ces dispositions.
Mais l'idée, c'est de sortir du fonds en euros de toute façon. Donc ce n'est pas de conserver du fonds en euros au sein de contrats luxembourgeois. L'idée, c'est d'aller choisir des supports qui, certes, seront volatiles, mais seront, dans la durée, certainement plus performants. Ça va à l'inverse du discours de ce qu'on dit depuis 50 ans. C'est-à-dire que quand plus on s'approche de la retraite et de vouloir en profiter, il faut prendre des supports de plus en plus sécurisés. Voilà. Oui, mais c'est bien la même chose. C'était une observation que je voulais faire, effectivement, parce que la retraite, c'est un marqueur de vie, et puis c'est bien sûr à la fois professionnel et personnel. Bon, avant la retraite, on a plutôt un profil investisseur qui peut se permettre d'être long terme avec l'acceptation des fluctuations et de blocage éventuellement de fonds. Mais passé la retraite, l'horizon se rapproche. La notion de long terme, elle se réduit. On est plus épargnant, moins investisseur. On a besoin à la fois de sécurité, de disponibilité des fonds. Donc voilà. Et dans cette période de la vie, on est quand même, on a des contraintes. Oui, alors la vie ne s'arrête pas avec la retraite, heureusement, mais on a eu pendant 30 ans une période de baisse des taux d'intérêt, et ce qui fait que les obligations, naturellement, prenaient de la valeur tous les ans. Donc c'était facile finalement de sécuriser sur de plus en plus d'obligations qui ne baissaient pas, parce que de par la baisse des taux, les obligations prenaient de la valeur régulièrement. Mais là aussi, on revient toujours à la même question. Quand on fait un bilan patrimonial, il faut regarder quels sont ses besoins annuels en termes de revenus. Il faut couvrir ces revenus annuels pour ne pas se retrouver justement dans le besoin, mais le capital en tant que tel, lui, peut être investi à plus long terme. Dès lors que l'on assure les revenus dont on peut avoir besoin sur une année, et tous les ans, de façon régulière, je prends toujours le parallèle avec un investissement immobilier dans les années 90. L'investisseur d'un bien immobilier locatif dans les années 90, certes, la valeur de son bien a baissé, temporairement, mais tant qu'il a encaissé ses loyers, finalement, que la valeur du bien est baissée, ça n'est pas joué grand-chose sur son train de vie quotidien. Si vous investissez dans des parts de SCPI qui vous donnent un revenu régulier, et que ces revenus couvrent vos besoins à la retraite, peu importe que la valeur des parts de SCPI fluctue à la hausse ou à la baisse. L'essentiel étant que vos revenus soient couverts. Donc il faut bien distinguer les choses, ce dont on a besoin pour ses propres besoins, et ce que l'on peut capitaliser à plus long terme, et du coup assumer des variations sur ces supports sans que ça remette en cause son propre train de vie. J'ai une annonce personnelle. Une petite annonce personnelle. C'est-à-dire que depuis une heure, là, j'ai des débats, je m'en excuse, mais j'ai été prendre quelques contacts. J'ai l'intention de développer une activité de voyage à l'étranger. Donc j'organise très bientôt un voyage Australie avec des périodes libres pour les gens qui y participeront. Donc j'ai déjà on est 40 à peu près, donc on peut faire un petit voyage Australie, Nouvelle-Zélande, et puis avec des... Voilà, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Moi, je vais plutôt être pragmatique quand même de ces journées, c'est qu'on sent bien que l'Europe est en tangage. Hein, et donc on sent bien tous que vous êtes quand même pour sortir de l'euro, monétaire. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'entendre ça parce que on a quand même, on nous a fait comprendre qu'on était 500 millions, hein, c'est ça? Non, 500 000 Européens, 500 millions d'Européens et qu'on allait être plus fort, et on arrive là à une dégringolade quand même. Hein. Non, mais financière, la finance c'est quand même l'ère de la guerre. Donc on nous dit, on comprend que les Allemands sont en train de se casser la figure, que les banques allemandes ne valent plus rien, que les Anglais finalement ils ont eu raison de voter le Brexit, que Trump il s'en sort pas trop mal, et je trouve que c'est très désagréable d'entendre tout ça. Donc il faut qu'on se mette dans la tête finalement de sortir de cette réunion que l'euro n'est plus sécure et que on va bientôt vers un démantèlement de l'Europe. C'est ça? Alors, c'est-à-dire c'est dans combien de temps? Dans 3-4 ans? Dans 5 ans? Si vous voulez retrouver
vos illusions, madame. Il y avait un article de Jacques Delors dans le Figaro il y a 8 jours qui était très fier de son œuvre. Et il disait... Il a pas fait l'euro, lui. Si. Avant. Non. C'est Ah, Et pour lui, il faut continuer. Voilà, on va dans le mur, mais il faut accélérer. Je voudrais faire 2 observations. Donc, par rapport au scénario catastrophe, j'ai dans ma clientèle des personnes d'origine vietnamienne. Et donc, quand Saigon est tombé au nom des Vietnamiens du Nord, ils sont devenus des bot people. Mais ils ont pu payer les passeurs parce qu'ils avaient des bijoux de famille. Donc, mesdames, il faut vous précipiter chez le bijoutier. Ça peut vous permettre de payer les passeurs, peut-être un jour. La deuxième observation, c'est louer un coffre et mettre des valeurs. Alors, on peut améliorer le système. Au lieu de mettre des billets de banque de la BCE, c'est de prendre des traveler chèques. Parce que, en principe, un traveler chèque, vous pouvez l'encaisser dans de nombreux endroits. Il suffit de mémoriser le numéro de votre traveler chèque, et puis vous vous présentez à New York, à l'émetteur, et vous serez payé en dollars. Mais si le dollar s'est effondré. Non, pas en premier. Il faut acheter des traveler chèques en renminbi. Plus sérieusement que ma précédente intervention, mais ça peut rendre service à d'autres qui pourraient être dans le même cas que moi. Ça fait 20 ans que tout le monde se paye ma tête dans la famille, dans les copains et tout ça, qui ne comprennent pas pourquoi je suis philatéliste. Un truc qui dure, qui n'a plus d'intérêt pour personne. Il n'y a plus de jeunes philatélistes, il y a que des vieux. C'est un truc de vieux avec une pince à timbre, passer du temps et tout ça. Non, mais voilà. Bon, il se trouve que je viens de réaliser depuis 1 heure que j'ai finalement pas mal fait d'investir beaucoup d'argent dans ma collection de timbres. Elle est au chaud dans un coffre à la maison. Ça prend pas beaucoup de place, comme les œuvres d'art. Et finalement, c'est de l'argent qui n'est pas du cash et qui ne sera pas repiqué par l'Europe quand tout ça va se casser les gueules. Donc s'il y en a d'autres qui en ont, voilà, ça me paraît être une très bonne valeur. J'ai pas mal de... Monsieur Dumas et autres personnalités, pouvez-vous nous préparer peut-être pour l'année prochaine un exposé sur l'utilisation des crédits lombards, notamment pour dans l'hypothèse de l'ISF, bien sûr, et de l'utilisation du plafonnement de l'ISF par ces techniques. Je prends note et ça fait partie des sujets que nous pourrons aborder l'année prochaine. Oui, parce qu'on saura si l'ISF est supprimé ou pas déjà. Pour poursuivre sur l'intervention des termes, je disais, c'est la seule manière dans les échos que les placements des super riches, privilégiés par les super riches aujourd'hui, sont, outre l'immobilier, aussi les forêts, le vignoble et l'art. Voilà. Et c'était pas anodin si les gens qui ont beaucoup d'argent investissent aujourd'hui des capitaux importants dans tous ces différents secteurs. Oui, beaucoup. C'est normal qu'il s'appelle Sapin. Il est né dedans. Ah oui, Il va peut-être terminer dedans aussi. Il prendra tout Ça sera notre lot à tous. Avez-vous des dernières questions avant de clôturer ces 2 journées? Je crois que... Félicitations. Oui, alors je crois qu'effectivement on peut vous remercier. On peut encore remercier bien sûr Grégory qui a construit ce programme, les invitations, remercier nos conférenciers qu'on a un très grand plaisir à revoir chaque année parce que vous savez présenter de façon très claire et pratique pour des non-initiés des notions assez complexes et pointues.
Et puis voilà, et puis Monsieur Dumas, bien sûr, qui a été le père de ces rencontres depuis de longues années, et qui accompagne beaucoup d'entre nous dans nos projets, dans l'évolution de nos situations professionnelles et personnelles. Donc voilà, un grand merci à vous tous, et merci aux participants de ce séminaire, puisque c'est aussi votre participation qui permet chaque année de pouvoir le renouveler. Et donc, on espère bien sûr vous retrouver nombreux l'an prochain. Grégory, merci beaucoup. Merci à tout le monde, et puis à l'année prochaine.